Bonjour à tous et à toutes, je suis Aditi Mukherjee. J'ai été l'une des coordinatrices du chapitre sur l'eau du rapport du groupe de travail 2, mais aujourd'hui je vais vous présenter les conclusions principales sur l'élimination du CO2, le décès, et sur les compensations pour la sécurité alimentaire et la sécurité de l'eau. C'est une petite section dans le chapitre sur l'eau. Mais on a également abordé des mesures d'atténuation et on a essayé de voir quelles étaient les contreparties et les synergies avec l'adaptation et l'atténuation et de voir comment ces mesures, incluant le décès, peuvent avoir des impacts négatifs sur l'eau et l'alimentation. Mais aujourd'hui, je vais vous parler les trois principales options de décès que nous avons évaluées dans le chapitre. Donc, de nombreuses mesures d'atténuation, donc les approches et technologies de décès, peuvent avoir des considérances, un grand impact et une grande empreinte sur l'eau, ce que doit être géré donc d'une façon acceptable sur le plan social et politique afin de réduire la quantité d'eau demandée par l'atténuation tout en augmentant les synergies avec le développement durable. C'est relativement probable et il y a un grand consensus là-dessus. Donc ça a été les conclusions du chapitre 4 du groupe de travail 2. Nous avons étudié trois approches de décès et de technologie, donc, et commencé par les cultures pour la bioénergie. Donc, on a trouvé qu'elles peuvent limiter le réchauffement climatique à la fin du 21e siècle à 1,5 degré, mais ça peut aussi doubler la surface nécessaire et la population qui vit sous des stress hydriques sérieux par rapport aux niveaux actuels. C'est-à-dire que on peut cultiver des cultures pour la bioénergie, mais si on le fait, on peut compromettre sérieusement la sécurité de l'eau. Et il faudrait voir de quelle terre on dispose, quelle superficie terre est disponible. Donc, ces cultures peuvent avoir un fort impact sur les prix de l'alimentation, et donc en raison de la demande d'eau et de terre nécessaire pour cela. Et donc, il y aura bien sûr des impacts très négatifs. Il y a également le boisement et le reboisement, et donc qui est traité également dans de nombreux chapitres du rapport du groupe de travail 2. Et ces approches ont un gros potentiel et de gros avantages pour l'atténuation. Donc nous disons que bien entendu, avec dans certaines estimations très optimistes, il est dit qu'un supplément de 0,9 milliard d'hectares de canopée qui couvre les bons endroits pourrait stocker jusqu'à 205 gigatonnes de carbone, mais ni le boisement ni le reboisement ne sont des baguettes magiques. Et donc ce que dit le chapitre en question, c'est que si ce boisement-reboisement est fait dans des endroits inappropriés, avec des espèces inappropriées, pourra se préconduire à des compromis négatifs entre la terre, la biodiversité et les ressources hydriques. Et une autre de ces évaluations mondiales a été faite sur la forêt, les forêts et l'eau, et donc il nous dit que le boisement et le reboisement devraient être concentrés dans des endroits où il y a beaucoup d'eau et où la transpiration pourrait capturer dans le sens du vent comme précipitation. Et donc il y a ces domaines qui ont été étudiés depuis longtemps, et vous pouvez trouver beaucoup de littérature justement sur les endroits qui sont adéquats pour ce type de reboisement. Donc, les forêts tropicales peuvent rentrer dans ce contexte d'adaptation, mais
Nous avons également le cycle hydrologique des forêts. Il faut voir aussi la BEX intensive et le déploiement du boisement et reboisement peut altérer le cycle de l'eau à des échelles régionales, et ceci est fort probable. Nous avons déjà des preuves de l'altération du cycle de l'eau dans certaines régions. La troisième technologie que nous avons étudiée, c'est la DAC, le captage direct du carbone dans l'air, et cela a été grandement étudié par le groupe de travail 3 du GIEC, mais nos projections montrent que la DAC pourrait réduire les émissions jusqu'à 3 gigatonnes de CO2 par an d'ici à 2035, ce qui correspond à 7% des émissions mondiales de 2019, mais ça pourrait aussi augmenter la consommation nette de 35 km cubes par an dans un scénario de dépassement léger, et la capture de 10 gigatonnes de CO2 pourrait se traduire par des pertes d'eau de l'ordre variant entre 10 et 100 km cubes en fonction de la technologie déployée et des conditions climatiques. Et enfin, les technologies de DAC ne sont toujours pas, elles n'ont pas toujours été testées à grande échelle, et comme l'ABEX, ça peut avoir de grands impacts sur les prix de l'alimentation. Donc, nous voyons dans notre chapitre que le changement climatique a déjà eu un impact sur tous les éléments du cycle hydrique, et nous voyons aussi ici ces tendances au cours du dernier siècle, un peu plus d'un siècle. Donc il y a des endroits qui deviennent plus secs, d'autres qui deviennent plus humides, et donc dans notre chapitre, on voit qu'il y a près de 4 milliards de personnes qui souffrent de grandes pénuries d'eau, au moins un mois par an, en raison de facteurs climatiques, mais également de facteurs non climatiques. Ça, c'est assez probable. Et par exemple, ces facteurs, c'est la demande en eau, la pression démographique, les questions de gouvernance. Et donc, la pénurie n'est pas simplement due à la quantité de l'eau, mais aussi à la qualité de l'eau. Et c'est aussi, ça concerne des aléas aussi. Donc, cette pénurie d'eau, eh bien, c'est l'une des manifestations de l'insécurité hydrique. Et donc, il est probable que plus de la population mondiale souffre aussi d'insécurité hydrique. Et c'est déjà le cas actuellement. Il est également important de voir que des millions de personnes ont connu des changements dans le modèle de précipitation depuis les années 50. Donc il y a des endroits qui sont plus secs, et par exemple ça concerne 163 millions de personnes, et des endroits qui sont plus humides, ça concerne pratiquement 500 millions de personnes, 498. Donc dans l'ensemble, il y a une grande proportion de l'humanité qui connaît et qui vit des changements du cycle de l'eau, et donc cela devrait s'intensifier. Et vous voyez sur ce diagramme, qui est également dans le chapitre 4, donc il y a les changements de précipitation, mais c'est également lié aux incertitudes. C'est aussi incertain. Et donc, vous voyez, c'est dans un contexte de réchauffement climatique. La plupart de nos estimations sont fondées sur les estimations centrales, et ce sont donc des moyennes entre les scénarios les plus secs et les plus humides. Et ce serait, a priori, les indicateurs les plus corrects des changements qui s'opèrent, car il y a de grandes incertitudes qui entourent ceci, et ça veut dire que ça pourrait être encore plus difficile de planifier la gestion de ces ressources à l'avenir. Et donc il y a des pressions bien sûr sur l'eau, et il faut faire vraiment très attention.
Sur cette carte, nous voyons les défis politiques auxquels on fait face pour répondre à la question des pénuries d'eau d'ici à 2050. Donc, avec les points en bleu clair, on voit des zones où il y a peu de pénurie d'eau et où, par ailleurs, les incertitudes sont stables et donc elles sont relativement prévisibles. Mais à l'inverse, on voit avec les points rouges des régions où il y a de fortes pénuries d'eau et où, en plus, les incertitudes augmentent et elles sont déjà élevées. Pour résumer, donc pour revenir à l'EDC, l'élimination du CO2, dont on sait qu'elle est indispensable pour pouvoir atteindre l'objectif de zéro émission, mais donc, la gouvernance de l'EDC doit veiller à ce que la sécurité alimentaire et hydrique ne soit pas compromise. Et la question donc est de savoir qui va décider des approches et des technologies qui vont être déployées, qui va concevoir, les mettre en œuvre et où. Et est-ce que l'empreinte de l'eau et les impacts sur la nourriture sont bien comprises et modélisés. Et je parlais tout à l'heure de la question, par exemple, de la bonne question des boisements pour le boisement et le reboisement. Il y a de la littérature en la matière, d'ailleurs, c'est très important. Et il faut voir que le groupe de travail 2 se soucie beaucoup de la question de la justice ou de l'équité des impacts climatiques. Et donc, comment les personnes qui vont être affectées négativement vont faire entendre leur voix. Donc, d'où la nécessité d'une gouvernance polycentrique à différents niveaux qui voit la participation de communautés locales pour ce qui est des décisions de l'EDC et de son éventuel déploiement. Donc, la sécurité alimentaire et hydrique doit avoir un siège autour de la table de l'EDC. Et voilà, j'en ai terminé et je vous remercie.